Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le cyclotron. Un cyclotron est constitué de deux demi-cylindres. Chaque demi-cylindre est appelé un dé. Dans chaque demi-cylindre, dans chaque dé, règne un champ magnétique du vecteur B. Les deux demi-cylindres sont séparés d'un espace très étroit où, entre ces deux cylindres, on applique une tension sinusoïdale U de T égale UM cosinus de PNT. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une tension sinusoïdale alternative. La représentation de U de T en fonction du temps est de la forme suivante. Alors, la tension oscille entre deux valeurs, entre Umax et moins Umax. Une source émet des charges électriques. Ces charges électriques sont accélérées par la tension U de T. À l'instant T égale 0, U de T étant positif, c'est Umax. Alors, ce qui fait un champ électrostatique et un champ électrostatique règne dans l'espace qui se trouve entre les deux dés. Ce champ, puisque U de T est positif, alors le vecteur champ électrostatique, qui est orienté vers le sens des potentiels décroissants, est orienté dans le sens contraire de la flèche qui correspond à U de T. Alors, à l'instant T égale 0, le vecteur champ électrostatique est orienté de cette façon. Alors, supposons par exemple que les particules chargées sont des protons. Alors, les protons, dans ce cas, les électrons, ou bien les protons, seront accélérés par le champ électrostatique de 0, grâce à la force électrostatique F0 égale Coulomb E0. F0 égale Q0. Alors, Coulomb étant positif, par exemple, si on utilise des protons, si on utilise des électrons, alors dans ce cas, Coulomb est négatif. Alors, ce qui fait que F0 et E0 sont orientés dans le même sens. Et par conséquent, selon la deuxième loi de Newton, le vecteur accélération à l'instant T égale 0 est orienté dans le sens du champ électrostatique de 0. Ce qui fait que, puisque les charges électrons sont émises sans vitesse initiale, alors leur mouvement est rectiligne accéléré. Alors, une fois arrivé au deuxième dé, supposons que le vecteur champ électrostatique est orienté vers l'avant, c'est-à-dire les sortants. Alors, dans ce cas, les particules vont dévier selon le vecteur V0 et V, c'est-à-dire qu'en appliquant la force, en appliquant la méthode de la main droite, sachant que la force F, la force magnétique, s'exerçant sur les particules, et F égale QV vectoriel B. Alors, QV est orienté dans ce sens. B est sortant. En utilisant la méthode de la main droite, dans QV orienté de la droite vers la gauche, B est sortant, donc F est orienté vers le haut, ce qui fait que les particules suivent une trajectoire circulaire et décrivent un demi-cercle. Une fois arrivé à ce point, la tension devient égale à moins Umax. N'oublions pas que l'espace qui sépare les deux D est très étroit, c'est-à-dire qu'on peut négliger la durée du parcours de la particule dans le champ électrostatique. Alors, les particules sortent
de ce point avec une vitesse qui est de sens opposé que V0 et de même valeur. Alors, le champ électrostatique change de sens. Alors, puisque Q de T devient négatif. Donc, le vecteur champ électrostatique, que je note maintenant là, est orienté dans ce sens. La force F, c'est-à-dire la force électrostatique, est orientée dans le même sens puisque la charge électrique est toujours positive. Alors, la particule décrit un mouvement rectiligne accéléré. Après, donc, il entre avec une vitesse plus grande que V0. Donc, je peux effacer Q lent pour vous montrer que le vecteur représente V0. Alors, ça, c'est le vecteur V1. Alors, de la même façon que dans le premier dé, les particules dévient suivant une trajectoire circulaire. Toujours F égale QV vectoriel B, voilà. QV orienté dans son sens, B vers l'avant, donc ce qui fait que la force F est orientée vers le bas et la particule suit un mouvement circulaire suivant une trajectoire, un demi-cercle, et sort de ce point avec une vitesse de même mouvement que V1, mais de sens opposé. Le vecteur champ électrostatique, ou bien la tension à cet instant, lorsque la particule arrive en ce point, la tension devient positive, c'est du M. Bon, les particules seront accélérées par le champ électrostatique qui devient orienté dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens. Ça, c'est le. Bon, elles sont accélérées. Le mouvement des particules est accéléré. Alors, les particules pénètrent dans ce D avec une vitesse de vecteur V2. Elles décrivent un demi-cercle et sortent avec la même vitesse V2 mais de sens opposé. Après, donc, cette fois, E devient E3 et change de sens. Le mouvement est accéléré et après, donc, il entre dans le deuxième D avec une vitesse V2. Bon, avec une vitesse V2 supérieure à V1. Donc, le rôle de ce cyclotron, est d'accélérer les particules chargées dans une région d'espace très réduite à l'aide d'une tension alternative. Bon, donc, on va montrer maintenant que la fréquence N doit être égale à la fréquence du mouvement circulaire. Alors, pour ce que qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sait, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que pour un mouvement circulaire dans un champ magnétique, le rayon de la trajectoire est en R égale. R égale la masse de la particule fois la vitesse divisée par la charge, la valeur absolue de la charge de la particule fois l'intensité du champ magnétique. Étant donné que le mouvement est circulaire uniforme, on peut écrire V égale la distance parcourue. La distance parcourue, c'est quoi? C'est le périmètre divisé par 2. Donc 2pi R divisé par 2, divisé par delta T. Delta T est la durée nécessaire à la particule pour parcourir un demi-cercle. Donc le périmètre du cercle c'est 2πr, donc
La longueur parcourue pendant la durée delta t, c'est le périmètre divisé par 2, c'est pi sur fois r sur delta t. Alors à partir de là, je peux écrire delta t égale pi divisé par v fois r. R étant petit m fois v sur Coulomb fois v, c'est m fois v sur la valeur absolue de Coulomb fois b. Je simplifie v et je vois bien que delta t est indépendante des rayons, indépendante aussi de v. Elle dépend seulement de l'intensité du champ magnétique B, la charge de la particule et la masse de la particule. Donc, puisque l'intensité du champ est constante, la masse constante, Coulomb constant, alors delta t est constante. Donc, pour accélérer les particules dans un cyclotron, il faut choisir une tension alternative sinusoïdale de fréquence n égale 1 sur t égale 1 sur 2 delta t égale ici delta t, c'est ça, donc c'est 1, donc c'est la valeur absolue de Coulomb fois b sur sur 2 fois pi n. Voilà. Donc, alors je répète bien que le cyclotron a pour rôle d'accélérer les particules chargées dans un champ magnétique, tout en utilisant entre les deux t une tension sinusoïdale de même fréquence que la fréquence du mouvement circulaire. Alors, maintenant on passe à la correction de l'exercice 8. Donc, je lis l'exercice 8, voilà, c'est celui-là. Donc, je lis l'exercice. Un cyclotron sert à accélérer des particules chargées, des protons, c'est-à-dire des protons ayant des charges positives. La charge d'un proton est Coulomb égale plus E. E étant la charge élémentaire. Oui, alors ces particules permettent de réaliser des expériences de physique nucléaire dans le but d'explorer le noyau atomique. Le cyclotron est formé de deux demi-cylindres conducteurs creux D1 et D2. Voilà, nous avons les deux D, dénommés D, et séparés par un intervalle étroit, celui-là, étroit, un champ magnétique uniforme B règne à l'intérieur des 2D. Sa direction est parallèle à l'axe de ces demi-cylindres. Un champ électrostatique variable peut être établi dans l'intervalle étroit qui sépare les dés. Elle permet d'augmenter la vitesse des protons à chaque fois qu'elle pénètre dans cet intervalle. On obtient, en établissant une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale m et de fréquence n entre les dés. Dans un cyclotron à protons, on donne la valeur du champ magnétique uniforme dans les dés, B égale 1 Tesla. La valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale que l'on établit entre les dés et UM égale 2 10 à la puissance 3 volts. Alors pour la première question, montrer que dans un dé, le mouvement d'un proton est circulaire uniforme. Alors déjà on a montré dans un exercice précédent comment montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Alors, je répète, les étapes sont détaillées. Alors, première chose à faire, c'est d'utiliser la deuxième loi de Newton.
qui donne F, force magnétique, égale Q, V, vectoriel V, égale M1. Ce qui donne A égale Coulomb sur sur M, pardon, Coulomb sur M, V vectoriel B. Alors, une fois on a déterminé l'expression vectorielle de A, on passe aux étapes suivantes. La première étape, c'est de montrer que le mouvement est uniforme. Donc, étoile montre que A est perpendiculaire à B. Ce qui fait AT est égal à dB sur dt égale 0, donc V égale constante. D'où le mouvement est uniforme. Deuxième étape, il faut montrer que la trajectoire est plane. Pour montrer que la trajectoire est plane, donc on choisit un axe OZ parallèle à B. On a la relation, toujours la relation étoile, montre que A est perpendiculaire à OZ. Ce qui fait que AZ est égal à dBz sur dt égale 0. Ce qui fait aussi que VZ égale V0Z égale 0, égale 0 points. Ce qui fait que le mouvement est plan et s'effectue dans un plan perpendiculaire à B et contenant la vitesse initiale V0. Troisième étape, c'est de trouver le rayon de la trajectoire. Alors, on a toujours donne A égale la valeur absolue de Coulomb sur M fois V fois B fois sinus l'angle entre V et B. Bon, V est perpendiculaire à B, car la trajectoire est perpendiculaire à B, ce qui fait que sinus VB égale 90 degrés, égale par 1, c'est l'angle qui est égal à 90 degrés, l'angle entre V et B. Donc sinus cet angle est égal à 1. Or A égale à N égale V carré sur R égale Coulomb sur M V B. Donc, je peux écrire que le rayon de courbure égale à R égale à N fois V sur la valeur absolue de Coulomb fois B. Coulomb égale à E, ce qui fait que le rayon de courbure égale N fois V sur EB. R est constante, puisque la masse V, E et B sont des constantes. Alors, constante, la trajectoire est plane et la vitesse est constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. Bon, ça se concerne la première question. Alors, deuxièmement, exprimer littéralement le temps t mis par un proton pour effectuer un demi-cercle. Alors, je passe à la deuxième question. Deuxième question. Alors, on a dit que le mouvement du proton
est circulaire uniforme. Ce qui fait que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. La vitesse instantanée de l'électron, du proton est égale à la vitesse moyenne. Donc V égale le périmètre divisé par 2, c'est-à-dire pi fois R divisé par la durée. T, c'est la durée d'un demi-cercle. Bon, V égale pi R sur T, ce qui fait que on sait que R égale mv sur EB, donc égale m fois V sur T fois EB. Je simplifie la vitesse, donc ce qui donne T égale pi fois m sur E fois V. Donc c'est la durée d'un la durée du parcours d'un proton, d'accord, sur un demi-cercle. Alors, comme application numérique, en remplaçant les valeurs, donc T égale, application numérique, T égale pi fois m, la masse du proton, c'est 1,67 10 moins 27 divisé par 1,6 10 moins 19 fois B qui est égal à 1 Tesla. Ce qui donne en valeur finale, ce qui donne 3,28 10 moins 8 3,28 10 moins 8 secondes. Donc la durée d'un demi-tour est très faible. C'est une grandeur qui est mesurée en nanomètres. C'est 32,8 nanosecondes nanosecondes. Mesuré, je dis bien, en nanosecondes. La question 3. Pour la question, avant de trouver, ou bien de répondre à la question 3, on vous demande si cette durée T dépend de la vitesse. Alors, on voit bien, donc on a T égale pi fois m sur E fois V. Ce qui fait, on voit bien que T est donc T est indépendante de V. Elle dépend seulement, j'ai dit avant, elle dépend seulement de M, E et V. Pour la question suivante. Troisièmement, on découvre la valeur de la fréquence M de la tension. On a dit que, donc d'après ce qui est précédé, on peut dire qu'on a dit que la période du mouvement circulaire doit être égale à la période de la tension choisie. Alors donc, on sait que la période du mouvement circulaire, c'est 2 fois T. 2 fois T. Donc, ce qui fait que, c'est la question. Oui, la question. Alors, ce qui fait que la période T égale 2 fois T. Et par conséquent, donc la fréquence de la tension U de T est N égale 1 sur T égale 1 sur 2T. Sa valeur
Ça va donner donc 1,52 10 à la puissance 7, 1,52 10 à la puissance 7 Hertz. Donc c'est une fréquence énorme, bien sûr, 10 à la puissance 7. Alors, quatrièmement, calculer l'énergie cinétique transmise au proton lors de chacune de ces accélérations entre les chacune des accélérations. Alors, pour une accélération, donc, par exemple, prenons le cas de A, on a A1, A2. Je note ça, C1. Donc, entre A1 et C1, on a une accélération. Entre C2 et A2, on a une accélération, et ainsi de suite. A3, une accélération. Alors, pour la question 4, selon le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique delta EC, par exemple, de A1 vers C1, égale au travail de la force électrostatique entre A1, lorsque son point d'application se déplace de A1 à C1. Bon, la même chose égale delta EC entre A2, de A2 à C2, etc. De C2 à A2, etc. Donc, delta EC, c'est quoi? Donc, c'est W de F, W de F, c'est E fois la tension Umax. Donc, pendant le passage de la particule dans le champ électrostatique, donc la durée est très courte, ce qui fait qu'on peut considérer la tension au bornes, ou bien entre les deux D, est constante, est égale à Umax. Bon, alors ça c'est delta EC pour un seul, pour un demi-tour, ce qui donne 3,2 10 à la puissance moins 16 joules, égale 3,2 10 moins 16 joules. Alors la question suivante. La question 4. Calculer l'énergie cinétique transmise au proton lors de chacune de ces accélérations. Oui, ça c'est déjà fait. Cinquièmement, la vitesse V d'injection du proton étant négligeable. On désire que sa vitesse atteigne la valeur V égale de 1063 km par seconde. Il ne faut pas oublier de convertir le kilomètre par seconde en mètre par seconde. Calculer le nombre de tours que le proton devra décrire dans le cyclotron. Alors, c'est la question 5. Donc, pendant un tour, le proton passe lourdement dans le champ électrostatique, c'est-à-dire qu'il est accéléré 2 fois. Donc, ce qui fait que l'énergie reçue, l'énergie cinétique gagnée pendant un tour, c'est delta EC égale 2 fois E fois Umax. Donc, la question 5, cinquièmement. Alors, pendant un tour, le proton gagne une énergie cinétique que je note delta EC1 égale 2 fois E Umax. Je dis bien pourquoi, parce que le proton passe 2 fois dans le champ électrostatique. Donc pendant un tour, pendant un tour, le proton gagne une énergie
cinétique delta plus c égale 1 demi mv au carré, c'est la vitesse finale, moins 1 demi m v initial au carré, c'est-à-dire v0 au carré, ou bien v initial. V initial égale 0, puisque les particules sont émises sans vitesse initiale, égale 2 fois n e fois u max, ce qui fait que n égale. Alors ce qu'on cherche c'est n, donc c'est 1 quart fois mv carré sur e fois un. Donc en calculant, donc je donne les valeurs n, ça c'est le nombre de tours, donc n égale. Pardon, on cherche n, c'est ça. N égale 1 quart fois la masse 1,67, 10 moins 27, fois V, V c'est 2 10 à la puissance 3 km par seconde, que je convertis que je convertis 2 10 à la puissance 3, oui, 2 10 à la puissance 6. Donc, fois 2 10 à la puissance 6, divisé par 1,6 10 moins 19 fois U max, c'est 2 10 à la puissance 3. Alors, pour la question 6, la dernière question. Alors, à quel rayon ces protons seront-ils alors extraits? Alors, on peut calculer, on peut utiliser, pour la question 6, on peut utiliser simplement le rayon final égal M fois V sur E fois B. Donc, le mouvement est circulaire uniforme, c'est le rayon de la trajectoire, est égal à 20, je pense, 21 cm. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Voilà, je vous remercie.